des référendums. On utilise les tribunaux espagnols et les 12 juges de la Cour constitutionnelle espagnole pour vraiment bloquer les processus. Les Catalans sont dans une position très précaire, ils décident de prendre leur sort en main. Ils utilisent le Parlement catalan au maximum pour adopter des lois, mais là, ils en sont rendus à devoir en faire un enjeu électoral. Et avec la conclusion ou la conséquence qu'ils envisagent de déclarer unilatéralement l'indépendance. Hein, vraiment, c'est une option qu'ils envisagent sérieusement. Et moi, je leur dis, allez-y, parce que vous savez, déclarer unilatéralement l'indépendance, c'est pas illégal. La Cour internationale de justice, dans l'avis sur le Kosovo, a statué que si on déclare l'indépendance unilatéralement, ça ne va pas à l'encontre du droit international. Alors, je leur dis, si vous faites ça, c'est pas illégal. La Cour internationale de justice l'a dit dans cet avis sur le Kosovo. Ça s'appliquerait à nous aussi, vous savez ça. Alors, donc, ils envisagent ça, bien qu'ils disent, on veut négocier quand même. Si on est élu, là, le 27 septembre, avec une majorité, puis on veut négocier avec l'Espagne, la sortie de l'Espagne, comme il faut, mais là, c'est clair que si l'Espagne ne veut pas négocier, ils ont cette arme-là, puis je crois qu'ils ne sont pas gênés de dire qu'ils vont l'utiliser. Alors, nous, au Québec, c'est l'avenir qui dira si on peut organiser un 4e référendum d'autodétermination. On va patienter jusqu'en 2018 avant de savoir si un parti indépendantiste reprend le pouvoir, peut donc avoir les moyens d'organiser une consultation. On veut faire peut-être un jour de l'élection le mode de détermination de notre avenir politique. Il y a une campagne à la chefferie du Parti québécois où cette question va être débattue. J'imagine que vous allez vous y intéresser. Alors voilà, pour quelques comparaisons qui nous semblent utiles, qui pourraient être très instructives pour notre réflexion comme indépendantistes québécois ou la réflexion de tous ceux qui s'intéressent et se préoccupent de l'avenir politique constitutionnel du Québec. Alors merci pour votre attention. Qui était le premier, par exemple. Je vais laisser poser la première question. C'est pas une question, c'est parce que la setup d'avant, vous avez sauté la ligne langue. Ah, OK. Alors, est-ce que vous voulez votre la revoir? Oui, on va avoir votre commentaire. Où est-ce qu'il est mon truc? Ah, il est toujours là. Langue officielle. Langue officielle. Alors, vous voyez, en Écosse, il y a comme 3 langues officielles. L'anglais, le Scots et le Scottish Gaelic, bien que l'Écosse est surtout de langue anglaise maintenant. Le Scots et le Scottish Gaelic est parlé dans certaines régions, dans certaines îles, mais vraiment tout se passe en anglais en Écosse. Malheureusement, il y a une assimilation linguistique. Alors, en Catalogne, le catalan a repris beaucoup de force à cause d'un système d'éducation qui a cherché à rééduquer en langue catalane la jeunesse, alors que vous savez, pendant longtemps, un peu comme les francophones à l'extérieur du Québec, c'était pas permis de parler catalan, c'était pas permis d'enseigner en catalan, puis on se faisait taper sur les doigts quand on se faisait surprendre à se parler en catalan entre enfants ou enseignants. Et le castillan est aussi une langue usitée, même majoritairement parlée. Et vous savez, c'est intéressant, parce que les Catalans, ils n'ont pas la même hostilité à l'égard du castillan, de la langue espagnole. Même les indépendantistes, les nationalistes, ils vivent bien avec le bilinguisme qui leur a été imposé en quelque sorte. Mais en même temps, les Espagnols, les hispanophones qui vivent maintenant en Catalogne, eux aussi commencent à apprendre le catalan, à accepter que le catalan est la langue principale ou devrait l'être. Et il y a beaucoup de Catalans qui ne sont pas catalans, disons, de souche, qui sont devenus indépendantistes là, maintenant en Catalogne. Même chose en Écosse d'ailleurs. Il y a des porte-paroles écossais du SNP qui sont des Indiens d'Inde, ou des Sri Lankais, ou des gens qui ont décidé que l'indépendance était la meilleure chose pour l'Écosse. Alors nous, on a une langue officielle, c'est le français, puis il faut que ça reste comme ça, puis on a encore beaucoup de choses
à faire pour préserver ce statut-là, bien qu'il faut aussi respecter la minorité anglophone et ses droits historiques, et aussi avoir un souci pour le maintien des langues autochtones qui sont en meilleure position au Québec que partout ailleurs au Canada ou en Amérique du Nord, mais qui sont également précaires, qu'on devrait avoir le souci de préserver comme État du Québec. Oui, bon. Il y a des Catalans qui ne parlent pas l'espagnol? Non, à peu près pas. Tout le monde... La langue commune, c'est vraiment le castillan. Et vous savez que eux, les Catalans, dites-leur, ne parlent pas d'espagnol, c'est le castillan. La langue, c'est pas l'espagnol, c'est le castillan. Et même pour les non-indépendantistes, qui sont autonomistes, qui croient à l'autonomie de la catalan. Attendez, votre collègue d'abord, oui? Moi, je trouve que les référendums, c'est antidémocratique. Pourquoi? Pourquoi? Il dit que les référendums sont antidémocratiques. Moi, je suis québécois de souche. Venez au micro. Moi, je suis québécois de souche. Parce qu'en 95, 60% des francophones ont voté oui. Donc, c'est comme si ce serait illégal. On a déjà notre pays. Et la Constitution, on n'a pas signé la Constitution, donc c'est illégal d'imposer la Constitution canadienne au Québec. Bon, notre pays, on l'a déjà, c'est juste que là, ils veulent nous faire la guerre, ils veulent nous ralentir. Finalement, c'est illégal ce qui a été fait. Parce que le Québec appartient aux Canadiens français, aux autres. Entends-tu que c'est nous autres qui l'avons construit de A à Z. On est parti de 1000 colons, on est arrivé à 5 500 000. Ça, toute la culture française, on l'a enseigné. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur la légalité, je vais vous dire quelque chose. Moi, là, je m'appelle Daniel Turp. OK? Turp, hein? Ben, moi, je ne suis pas tout à fait de souche, hein? Parce que mon grand-père était né en Angleterre, au nord d'Angleterre, puis il a déménagé ici quand il était un petit garçon, là, quand il avait 1 an. Mais ma mère, c'est une Lapointe. Puis moi, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis vraiment en désaccord total avec vous sur l'idée que le Québec appartient aux Canadiens français, puis c'est les Canadiens français qui peuvent décider de leur avenir, puis que 60% des gens qui ont voté oui en 1980 auraient dû avoir comme résultat, qu'on devrait être indépendant. Moi, là, au Québec, il y a des Québécois, quelles que soient leurs origines, qui peuvent voter oui, non, qui ont voté oui, qui ont voté non. Alors, donc ça, c'est ma position. Alors, je sais qu'il y a des gens qui partagent votre position, mais moi, je suis en désaccord fondamental avec votre position, parce que le Québec, son avenir appartient à tous ceux qui vivent sur notre territoire, quelle que soit leur langue, leur origine. Puis il y a des macacotos, puis il y en a d'autres qui votent oui, qui deviennent députés du Parti québécois. Puis je suis très fier d'eux, comme je suis très fier des Québécois qui choisissent l'indépendance, et d'autres qui... On est ridiculisé sur la place publique, on est... Non, regarde. On n'est pas antidémocratique. Ce qui est antidémocratique, c'est de faire venir des immigrants à pas acheter, leur donner un droit de vote de même pas 3 années. Ça, c'est antidémocratique. Bon, mais vous avez exprimé votre position, puis je vous ai dit que je n'étais pas d'accord, puis il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Mais sur la légalité... Non, regardez, là, les organisateurs, s'il vous plaît. Les organisateurs, s'il vous plaît, je pense qu'il y a eu son droit de parole, là. Puis sur la question de la légalité... c'est l'Est du Canada. Sur la question de la légalité... Sur la question de la légalité, parce que la deuxième question est aussi une question difficile, hein, la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi la Constitution du Canada de 82... Excusez-moi, c'est très raciste. Pourquoi la Constitution de 82, s'applique au Québec? Pourquoi elle est légale au Québec? C'est parce qu'il y a 9 juges de la Cour suprême qui ont décidé que l'objection du Québec, le refus du Québec, ça n'était pas tenu en compte. Et que d'une grande modification constitutionnelle comme celle qui a été adoptée en 82 ne nécessitait qu'un degré substantiel de consentement des provinces sans le Québec. Parce qu'il y a eu une autre décision sur le droit de veto du Québec où la Cour suprême a dit qu'on n'avait pas de droit de veto, contrairement à tout ce qu'on avait pensé et, à mon avis, ce qu'était l'état du droit. Alors, la Cour suprême a décidé, elle, qu'une constitution pouvait s'imposer à nous sans notre consentement. C'est légal au sein de l'ordre constitutionnel canadien. On ne l'a jamais signé. On a tous les gouvernements successifs du Canada,
du Québec ont refusé de signer. Et vous imaginez, elle s'applique encore à nous. Puis ça fait quand même un petit bout de temps, là, puis malheureusement, elle s'incruste, cette constitution qu'on n'a pas acceptée. Oui, alors attendez, il y avait... Peux-tu avancer le micro, Evelyne, s'il te plaît? Mais je pense que le micro ne marche pas. Celui-là? Tape donc dessus. Pas les miens. Celui-là, il marche. Fort. J'ai l'impression que les deux micros sans fil ne fonctionnent pas. Allez votre question au micro. Je vais parler fort. Donc, ma question, c'est de savoir, j'aimerais ça que vous nous expliquiez en Écosse exactement qui avait le droit de vote. Parce que dans le dernier référendum, je crois qu'il y avait une particularité à ce niveau-là, entre autres le droit de vote à 16 ans. Puis je crois aussi, mais j'ai entendu ça, mais je n'ai pas eu de confirmation là-dessus, mais que tous les résidents de l'Écosse, peu importe s'ils avaient le statut de citoyen, avaient le droit de vote. C'est faux. Donc, ce qui est exact, d'abord, c'est que tous les Écossais qui étaient capables de démontrer qu'ils étaient citoyens britanniques, puis qui répondaient à un critère de résidence, c'est un peu comme au Québec, là, pouvaient voter. Mais la différence, c'était, il y avait deux différences fondamentales avec nous au Québec. C'est que les gens de 16 ans avaient le droit de voter. Donc, l'âge minimal de vote, c'était 16 ans, pas 18 ans. Mais, en revanche, les Écossais n'avaient pas accepté que les Écossais à l'extérieur d'Écosse votent. Ils ont été très critiqués, le gouvernement écossais, de ne pas autoriser les Écossais qui vivent ici, par exemple, d'aller voter dans un consulat britannique ou par la poste, comme nous le pouvons, nous, comme électeurs hors Québec, si on remplit certaines conditions. Alors, il y avait des différences. Puis, vous savez, on a un précédent pour dire que dans une démocratie, c'est pas antidémocratique de laisser voter les gens de 16 ans et de 17 ans. Les Catalans ont fait ça aussi dans leur référendum symbolique. Ils ont permis aux jeunes de 16 et 17 ans de voter également. Est-ce que le résultat des 16-17 ans était en faveur du oui? En Écosse, oui. Je pense que les sondages post-référendaires révèlent que les 16-17 ans sont plus favorables au oui, assez majoritairement favorables au oui. En Catalogne, je n'ai pas vu de données parce que c'est un peu compliqué, ce n'est pas des données officielles. Mais ça me surprendrait que les jeunes catalans n'aient pas voté massivement pour le oui. Tellement on voit la jeunesse catalane là, est tellement indépendantiste, c'est incroyable. Là. Et puis ça emporte des trucs, là, puis des chapeaux, puis des badges et tout ça, là, pour ceux qui ont été là. Oui, bonjour. Je suis pas entièrement en désaccord avec ce qui nous expliquait tout à l'heure, dans ce sens que c'est sûr que si on regarde ce qui s'est passé lors du rapatriement de la Constitution, il devait y avoir la majorité, je pense qu'il devait y avoir une unanimité des provinces pour approuver la Constitution, si je me trompe, et le Québec, l'Assemblée nationale n'a pas appuyé le rapatriement de la Constitution. Donc, on est dans un vide constitutionnel. Nous, en tant que Québécois, on n'a pas entériné le rapatriement de la Constitution. Une Constitution qui a été écrite en 1867 par une élite politique, où le peuple n'a jamais été consulté, où le peuple n'a jamais entériné cette Constitution. Alors, on est vraiment dans un flou qui me semble, je suis honnête, comme vous, il me semble qu'on est dans un flou. Alors moi, je me demande, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'envisager, dans un premier temps, de mobiliser la population du Québec à définir ensemble qu'est-ce que pourrait être notre première constitution citoyenne. Et parlant converti, là. Oui, tout à fait. Et à partir de là, en intéressant le maximum de citoyens à écrire sa première loi fondamentale, exercer des pressions énormes pour qu'à la prochaine élection, chacun des candidats qui se disent indépendantistes ou même fortement nationalistes, un peu comme certains référendums, les gens pourraient accepter le principe que s'ils étaient élus, ils s'engageraient solennellement à convoquer une assemblée constituante non partisane afin de redonner à la population son droit démocratique que d'écrire sa première loi fondamentale. Est-ce
est-ce que vous ne verriez pas là une solution? Alors, au lieu de faire porter le prochain référendum sur le statut politique, il pourrait porter sur la première loi fondamentale citoyenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense beaucoup de bien de cette proposition, de cette idée. Et depuis longtemps, moi, je suis partisan d'un processus qui mettrait à contribution les citoyens et citoyennes du Québec, les mobiliserait dans un exercice où, au lieu de vouloir changer la Constitution du Canada, qu'on ne réussit jamais à faire, puis de se doter de notre propre Constitution. La Constitution, c'est le miroir d'un peuple, c'est l'âme de la cité, disaient les constitutionnalistes. Alors, on n'a jamais fait cet exercice-là. On a toujours une Constitution qui a été rédigée par des Britanniques, puis ensuite par des Canadiens, des Québécois, mais approuvée par des parlements du Québec ou du Canada unis, où il n'y avait pas de femmes, où il y avait juste des hommes qui étaient propriétaires, puis ainsi de suite. Alors, moi, l'idée d'avoir un processus constituant qui culmine avec peut-être une consultation visant à voter en faveur d'une constitution qui serait l'acte de naissance d'un Québec souverain, je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est ça qui était dans le programme du Parti québécois en 1994. Quand M. Parizeau a pris le pouvoir, le programme du Parti québécois disait « Nous allons convoquer une commission constitutionnelle, elle va élaborer une constitution du Québec, il y aura un référendum sur la constitution du Québec qui sera l'acte de naissance du Québec souverain. » M. Parizeau a changé de formule. Jean-François Lisée peut-être l'a influencé là-dessus, maintenant, à cette époque-là, parce qu'il y a eu des commissions sur l'avenir du Québec, régional, national, et il y a eu ensuite un référendum avec la question que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui avait été initié sur la base d'un avant-projet de loi sur la souveraineté, puis ensuite de cet accord du Parti québécois, Bloc québécois et l'Action démocratique du Québec. Alors, moi, je trouve qu'on est mûr pour une formule différente, participative, qui va amener les Québécois à dire ce qu'ils veulent dans notre Constitution, puis à leur image. Puis là, les indépendantistes, il y en a qui ont peur de ça. Moi, là, j'ai eu l'argument, souvent, comme militant du parti, du président de la commission politique du PQ, bon, non, il ne faut pas se donner de constitution, il ne faut pas commencer à parler de ça, là, parce que, tu sais, d'un coup, on est d'accord avec ça, puis on a une constitution, c'est comme la charte de la langue française, on ne vaudra plus de pays. Là, on va avoir notre charte, on va avoir une constitution. Mais tu sais, quand on fait un processus là, constitutionnel, je suis assez convaincu de ça. On va se rendre compte de ce qu'on veut dans les constitutions. Puis on va se rendre compte que ce qu'on veut, ça supposerait des modifications majeures à la Constitution canadienne, même si on voulait rester dans le Canada avec l'autonomie qu'on voudrait, qui vont toujours refuser. Puis là, les gens se rendraient compte que ce qu'ils veulent, c'est un pays. En rédigeant leur Constitution, ils se rendraient compte que ce qu'ils veulent, c'est un pays. Puis ils auraient été mobilisés en faveur de cela. Alors, on a l'occasion dans les prochains mois, y compris moi-même, vous savez, j'ai annoncé la semaine dernière que j'étais favorable à la candidature de Pierre-Carl Péladeau. D'ailleurs, je coordonne l'équipe de contenu de Pierre-Carl Péladeau. On a eu une belle réunion hier, on a passé 3 heures ensemble, quelques conseillers de M. Péladeau. Mais il y a d'autres candidats. Je sais que Martine en a parlé lors du débat de Montréal de cet exercice constituant, Martine Ouellet. On a l'occasion, comme militant, de formuler cette proposition, de la faire adopter ou entériner par des candidats, et ensuite la mettre dans le programme du Parti québécois. Il est temps, à mon avis, qu'on fasse ce que vous proposez. Attendez, il faudrait peut-être laisser votre collègue, parce que le temps file, là, il est 1h moins 10. Il y a deux autres questions. D'abord, merci pour votre conférence. J'avais 2 questions. Premièrement, au niveau du voyage de Pauline Marois en Écosse, quand Alex Salmon a été élu, je pense qu'il a refusé de se faire poser avec Mme Marois en train de lui serrer la main. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, pourquoi, est-ce qu'il aperçoit PQ comme dur ou autre? J'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. Mon autre question, c'était par rapport au référendum. Lors de la dernière campagne électorale, Philippe Couillard est arrivé avec ça, accuser Mme Marois de vouloir faire un référendum alors que c'est tout à fait louable dans une démocratie de pouvoir consulter les gens.
Pourquoi les Québécois, ou certains Québécois, ne veulent pas, absolument pas de référendum? Pourquoi ils ne veulent pas être consultés? Est-ce qu'ils ont été lavés? Est-ce que leur cerveau a été lavé par les médias? Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, pour la réception de Mme Marois en Écosse. Moi, j'y étais allé quelques mois avant. J'avais rencontré même Alex Salmon, Nicolas Sturgeon et quelques autres, là, M. Russell, et des gens très proches de M. Salmon. Et en fait, le Scottish National Party a été un peu et a voulu être distant du Parti québécois et du mouvement indépendantiste. Je peux vous dire d'où ça vient. Je me rappellerai très bien d'avoir rencontré Michael Russell, qui était le directeur général du SNP, quelques mois après le référendum de 1995. Et M. Russell, là, puis le SNP, il n'avait pas aimé ce que M. Parizeau avait dit le 30 octobre 1995. Puis là, j'avais presque été, il m'avait dit qu'il avait presque refusé de me recevoir, parce que, tu sais, on avait été perçu, en raison de cette déclaration, comme un parti ethnique, des votes ethniques. Là-dessus, je le sais, qu'il y a du monde qui disent que M. Parizeau avait raison, puis que, et moi, je suis complètement en désaccord avec ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai qu'on va imputer la défaite à quelqu'un et à un groupe de personnes, là, puis si on voulait l'imputer, on a pu l'imputer aux gens de Québec, là, les francophones de souche qui n'ont pas voté oui en 1995, là. Si on voulait imputer la défaite, on aurait peut-être pensé à eux aussi. Mais là, je sais là, que ça ne fait pas l'unanimité dans les troupes souverainistes, mais sachez, là, parce que M. Parizeau a dit, moi je l'aime bien M. Parizeau, mais j'étais fâché contre lui là, à Télé-Québec le soir du référendum, puis je l'ai dit, mais je me suis réconcilié après, parce que là, lui, il trouvait que c'était une bonne idée de faire une constitution, là, commencer un processus constitutionnel pour faire l'indépendance, et je l'admire à tous autres égards, M. Parizeau. Mais regardez qu'est-ce que ça a eu comme impact au niveau international, sa déclaration. Tu sais, je n'étais pas sûr que je voulais vous recevoir. Puis après, il y avait encore de ça et beaucoup de ça. Puis il y avait plus que ça. Parce que pourquoi? Puis ils ne sont pas fins, les Écossais, pour ça. Ils sont vraiment pas fins. Hein? Mathieu le sait, là, Mathieu Desilets, qui était avec moi en Catalogne, dans la mission avec 3 jeunes, là, et qui a d'ailleurs un beau travail de rédaction d'un rapport que je vais présenter samedi au Conseil national du Parti québécois. Les Écossais, là, ils ne voulaient pas trop nous parler parce qu'on est perdants. On a perdu. Ils ne voulaient pas trop s'associer à des perdants. Mais même affaire avec les Catalans. Ils ne voulaient pas trop parler aux Catalans. C'était leur affaire. Puis, tu sais, même récemment, quand on est allé, j'ai parlé à un autre organisateur en chef. Et là, il a dit, oh, là, on peut vous parler, là, maintenant. Là, on peut vous parler, là, parce que on va gagner, mais on va peut-être perdre aussi. Alors là, vous êtes par là parce que nous autres, on va peut-être perdre comme vous autres. Puis regarde, ils sont pas drôles. Pour ça, là, ils sont pas drôles, les Écossais, alors que nous, on était là, les Québécois, pour les soutenir le processus. Les Catalans sont fins, eux autres. Ils sont fins, parce qu'ils savent qu'on a perdu, mais ils sont inspirés, ils sont intéressés par ce qu'on a fait, comment on a fait les choses, puis ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, puis je pense qu'ils sont sur la bonne voie de réussir parce qu'ils vont avoir appris de notre expérience. Alors malheureusement, Mme Marois, elle n'était peut-être pas assez informée de tout ça. Moi, j'ai eu l'occasion de lui parler, puis j'ai parlé après, je te l'aurais dit, là, que si tu m'avais demandé ce que je pensais de l'idée d'aller là-bas, là, puis de penser que tu aurais une photo avec une poignée de main, il y en a eu une photo quand même, hein, dans le Journal de Montréal, les gens qui ont... Il l'a reçu, puis il avait été bien reçu, mais ça a été plutôt un échec parce qu'on a laissé entendre que ça ne marchait pas. Bon, c'est quoi déjà la deuxième question? Le référendum, c'est la population qui n'a pas envie de référendum. Vous savez, quand on regarde les données statistiques, Jean-François Lisée, dans son livre là, qui est paru là, à la fin de l'année dernière, que j'ai lu moi, pendant mes vacances, ça m'intéressait beaucoup, parce que Jean-François écrivait, bien que j'avais pas mal tout lu ce qu'il avait écrit dans son livre, parce que c'était ses blogs. Il a pris ses blogs, il les a mis dans son livre, il a ajouté des affaires. Là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui ne veulent pas un référendum, qui sont des indépendantistes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas un autre non. Ils ont peur qu'on vote non une troisième fois, que ce soit vraiment la dernière fois. Alors, il y a une combinaison de gens qui ne veulent pas de référendum parce qu'ils ne veulent pas l'indépendance. Puis il y a des gens qui ne veulent pas de référendum parce qu'ils ont peur de le perdre. Ça fait pas mal de monde. Puis c'est ces personnes-là que
que M. Couillard et d'autres effraient en parlant du référendum, alors qu'on n'a quand même pas abusé des référendums. Et on a eu 3 depuis 1980. En 34 ans, 35 ans, on a eu 3, un à tous les 10 ans. Hey, c'est beaucoup ça, hein? Consulter le peuple 3 fois là, sur les questions fondamentales dans une période de 30 ans. Alors, je pense qu'il faut prendre acte de ça, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de l'idée que le référendum, c'est un instrument démocratique qui mobilise le peuple autour d'une question fondamentale, que quand on le fait, il y a 80% et plus de gens qui votent, puis des fois 95, c'est quand même pas malsain dans une démocratie. En même temps, moi je vous dirais, ayons pas nous-mêmes l'obsession du référendum, puis de la date du référendum, puis de la mécanique du référendum. On fait le jeu de nos adversaires fédéralistes. On est deux, les adversaires fédéralistes, puis les indépendantistes qui finissent tous par dire la même affaire. Oh, il va y avoir un référendum. Quand est-ce qu'il va y avoir un référendum? Quand? Pendant la première, deuxième, troisième, quatrième partie du mandat? Moi, là, je vous le dis, là, je suis convaincu qu'il faut parler du fond des choses. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle sorte de pays on veut faire? Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre constitution de Québec indépendant? Puis là, après, quand on aura fait l'exercice, puis on aura réussi à mobiliser les Québécois autour de l'idée de l'indépendance, dont finalement on va avoir parlé dans toutes ses facettes, alors là, peut-être les Québécois diront, comme les Catalans, « Hey, j'en veux un référendum. Organisez-en un pour nous. » C'est ça qui est arrivé en Catalogne. Le gouvernement de M. Mas, il ne voulait pas trop. Là, le peuple, là, il a dit, « Hey, là, vous allez écouter le peuple, nous, on veut un référendum. » Il faut, à mon avis, essayer d'arriver là où les Québécois vont dire, « Regardez, là, oui, on veut s'appuyer sur notre avenir politique, puis le référendum, c'est une façon. » Mais on pourra peut-être leur dire aussi, « Hein, peut-être une élection. Pourquoi pas une élection? Pourquoi pas en faire un enjeu électoral? Puis si vous votez pour une majorité de députés indépendantistes du PQ, de Québec solidaire, d'Option nationale, puis si on a une majorité des voix, 50% plus 1, ensemble, les partis indépendantistes, comme les Catalans ont réussi à l'avoir, ben on va être capable de la faire indépendante, on va avoir le droit de la faire, on pourra la déclarer. Non. Conseil, M. Pellot. Essayez de donner des bons conseils sur ces questions-là. Oui. J'avais 2 petites questions. La première, tu viens presque de répondre en disant que moi, ce que je me posais comme question, je parlais des Catalans en disant qu'ils pourraient déclarer unilatéralement l'indépendance et ce serait pas réprouvé ou illégal, au sens du droit international. Illégal. Et donc, je me demandais si, dans le fond, tu serais d'accord avec une élection référendaire. Puis je pense que tu viens de répondre. Mais moi, je trouve que c'est une option. Je pense qu'il ne faut pas non plus rejeter l'idée qu'on pourrait faire un référendum qu'on a fait en 80-95. Un référendum, c'est aussi une occasion de statuer sur un enjeu principal. Une élection, c'est autre chose aussi. C'est des partis, c'est un chef, c'est d'autres questions économiques, politiques et sociales. C'est sûr que c'est d'autres enjeux. Il y en a qui vont vous dire « Ah oui, mais ça brouille les cartes parce que c'est pas juste l'indépendance. » Vous savez qu'en 62, on a eu une élection sur la nationalisation de l'électricité. Puis l'enjeu de l'élection, même s'il fallait voter pour des personnes, puis des députés, puis sur d'autres questions, parce qu'il y avait d'autres choses dans le programme, c'était la nationalisation. Et si vous nous votez, on nationalise l'électricité. On peut faire ça. Et il ne faut pas exclure ce moyen-là. Il faut se demander si, au plan stratégique, on va être capable de faire élire une majorité de députés indépendantistes et obtenir pour ces députés une majorité de voix. Parce qu'on ne pourrait pas, à mon avis, faire une déclaration d'indépendance avec seulement une majorité de députés. Si ces députés-là n'avaient pas récolté ensemble 50% plus un des voix. Si on faisait ça, on n'aurait pas de reconnaissance internationale. On n'aurait pas de reconnaissance internationale. Les autres États refuseraient, si on déclarait l'indépendance, de nous reconnaître. Alors ça c'est quelque chose qui devrait être exclu. J'avais une autre petite question. Concernant la conjoncture actuelle, quand on voit que tous les candidats à la chefferie du Parti québécois sont en train de redécouvrir la souveraineté, ils redécouvrent l'indépendance, puis ils
jamais tout le monde est en train de mettre ça dans l'enjeu municipal, comme ça avait presque été oublié pendant les dernières années au référendum. Et est-ce que tu crois que ça va être profitable pour l'avenir? Et aussi, l'autre chose que je te posais comme question, est-ce que ça va favoriser la révolution du droit? D'abord, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que, tu sais, les 5 candidats, moi, je les ai vus lors de la semaine de la souveraineté de l'Université de Montréal la semaine passée. Hein? M. Pédalo dans le milieu, là, dans sa TV, là, puis avec les deux autres de chaque côté. Puis c'est vrai que, finalement, on entend un discours où les gens, là, ils sont droits, là. Il y a une ligne droite, là. Ils veulent tout le pays, puis ils veulent en parler, puis ils veulent faire l'indépendance, puis ils ont des solutions différentes, puis ça tergiverse un peu sur le référendum, là, quand est-ce qu'on fait ça, tout ça. Mais c'est une bonne nouvelle. Puis ben, j'espère que les militants du Parti québécois vont rappeler à leurs candidats, ceux qui vont soutenir, ceux pour qui ils vont voter, que c'est ça la raison d'être du Parti québécois. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Il n'y a pas de raison qu'on ne devrait pas penser que c'est encore la raison d'être, qu'on devrait toujours vouloir l'indépendance. Moi, là, ce qui me dérange le plus, là, tout le monde a le droit de changer d'idée. Mais quand tu es indépendantiste, là, tu l'as été. Tu t'appelles François Legault, par exemple. Tu t'appelles François Legault, qui dit l'indépendance, c'est tellement important, c'est tellement nécessaire. Puis il faut avoir tous nos outils. Puis là, tout à coup, il se réveille, puis il l'est plus. Il l'est plus. Puis rien n'a changé. Le Canada n'a pas changé. Il n'est pas moins centralisé qu'avant. La Cour suprême continue de rendre des décisions qui centralisent. Pourquoi? Parce que les Québécois, ils ne veulent pas entendre parler de ça, de la souveraineté, ils ne sont pas prêts, ils ne veulent plus de référendum. Puis François Legault n'est pas le seul à avoir cette attitude-là. Quand on est un indépendantiste, puis on se rend compte que rien n'a changé, que les conditions n'ont pas changé, que le Canada ne veut pas plus qu'avant nous reconnaître comme une nation, nous donner plus de pouvoir, plus de moyens pour nous développer comme nous on le veut, on doit continuer le combat. Et on doit dire, c'est encore la raison d'être. C'est encore la bonne raison d'être indépendant. On a encore des bonnes raisons. Quand on voit là, ce qui se passe en Catalogne et en Écosse, là, que quelqu'un vienne me dire que c'est dépassé la souveraineté, que c'est une idée du 19e siècle. Là. Hey, réons-nous, là, les Écossais, ils veulent faire dans le pays, puis les Catalans aussi, puis les Flamands aussi, puis les Galiciens, puis les Basques, puis il y en a sur tous les continents. Donc, c'est pertinent. Puis j'espère aussi que, effectivement, ça pourra aider le Bloc de penser que, tu sais, des gens là, qui maintenant n'ont pas peur de dire que la souveraineté, c'est l'indépendance, là, ça peut sortir aussi. Le mot, là, vous savez qu'en Écosse et en Catalogne, là, ils ne parlent pas de souveraineté, ils parlent d'indépendance. Ils n'ont pas peur de parler d'indépendance, du mot indépendance, alors que nous, c'est parce qu'il y a un sondage qui dit qu'il va y avoir 2% de moins qui vont voter oui si on parle d'indépendance, là. Regardez, il faut là-dessus être volontaire. Il faut être volontaire. C'est quand tu y crois, puis tu dis on va le construire le pays, on va le préparer pour l'organiser, le construire, puis les Québécois vont voter un jour pour ce pays parce que justement on a montré qu'on voulait le faire. Quand on est mou, puis on ne sait pas si on veut le faire, puis comme malheureusement le Parti québécois dans la dernière élection, là, moi je regardais ça consterné. Quand j'ai vu Françoise David, là, votre invitée de demain, là, se retourner au deuxième débat et dire à Mme Marois sur la question de l'indépendance, mais assumez-vous, êtes-vous indépendantiste ou non? Elle a dit ça, vous vous rappelez, à Pauline Marois pendant le débat. Là, on n'a pas pu répondre grand-chose. Puis là, elle a dit Québec solidaire, lui, il veut faire une constituante, il veut faire un référendum sur la Constitution, puis nous, on est favorable à l'indépendance. C'est assez convaincant pour du monde, là. Puis il y en a qui ont voté Québec solidaire parce que c'était plus clair. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de péquistes, là, qui ne sont pas allés voter pour le PQ parce que c'était pas clair. Puis il y en a 300 000 pointés qui sont restés à la maison, qui n'ont pas voté. Imaginez si demain matin, ces 300 000, la prochaine élection, ils votent pour le PQ parce que c'est clair, ou qu'ils votent pour Québec solidaire parce qu'il y a d'autres choses qui les intéressent dans le programme du Québec solidaire, d'option nationale aussi. Vous savez, moi, là, je suis aussi quelqu'un qui croit, puis à la lumière de l'expérience en Catalogne surtout. Et c'est vrai aussi en Écosse, c'est moins évident en Écosse, mais
le Scottish National Party, il y a deux autres petits partis indépendantistes. Il n'y a pas de députés au Parlement. Les partis socialistes et le Parti vert. Puis il y a une société civile qui a gagné en force, même en Écosse. Mais là, quand ils ont annoncé l'élection plébiscitaire du 27 septembre dernier, c'était très, très évocateur. Et le peuple, il voit ça. Là. Il y avait Mas qui était là, avec Junqueras à ses côtés. Puis il y avait les deux grands présidents des deux grandes organisations de la société civile en Catalogne, Òmnium Cultural, Assemblée nationale catalane. Puis il y avait même un représentant des maires des municipalités indépendantistes de Catalogne. Ça fait un beau portrait de famille, ça. Ça fait du monde qui vont dans la même direction. Ils veulent travailler ensemble, ils veulent faire l'indépendance ensemble, même si c'est des partis politiques différents, puis la société civile, des fois, elle a un petit peu de misère avec les partis politiques, qui n'est pas toujours d'accord avec des affaires. Là. Eux autres, là, ils ont décidé de serrer les coudes. Nous autres, là, pour les indépendantistes que vous êtes, que vous pouvez être, et moi, c'est aussi le temps de lancer ce message. On serre les coudes, et on fait l'indépendance ensemble. Est-ce qu'on a encore le temps? Il est 1h05? Dernière question? Oui, parce que l'autre en arrière, il en a déjà posé une, puis il a déjà eu son tour. Dernière question, parce que moi, il faut que je prenne un autobus à 2 heures pour rentrer à Montréal. Oui, vous vous trompez parce que c'est passé en 1707. Il y a eu une conquête. Là. Puis il y a une espèce de génocide à Barcelone. Là. Quand vous allez à Barcelone, là, vous voyez dans un magnifique musée qu'ils ont conçu sur les ruines là, d'un quartier qui avait été celui où les Espagnols avaient commis de l'épuration ethnique là, en début du 18e siècle. Mais leur autonomie leur a été retirée bien avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été rétablie juste en 1979. Il faut le voir, il faut le savoir. Puis les Catalans sont déterminés.